Nous sommes le 6 novembre 1982 à Yaoundé, au Cameroun. C'est dans une atmosphère sereine et cordiale que le Premier ministre Paul Biya prête serment devant le bureau de l'Assemblée nationale et les membres de la Cour suprême en présence de tous les grands corps de l'État et du corps diplomatique. Il est ému. La foule l'acclame. Il y a de quoi être ému. Il est sur le point d'accéder à la magistrature suprême. Il sera à la tête de l'État camerounais. Amadou Ahidjo, le président sortant, cède sa place. La passation des pouvoirs entre les deux hommes se fait dans le plus grand respect des institutions politiques camerounaises. Le 6 novembre 1982 est une journée historique pour le Cameroun, pays situé en Afrique centrale. Paul Biya est désormais le deuxième président de la République unie du Cameroun. Comment ce président, qui est aujourd'hui le plus vieux président en exercice au monde, est-il arrivé au pouvoir? Pourquoi, moins d'un an après cette prestation de serment, le peuple camerounais va être témoin de la rupture entre le très influent Amadou Ahidjo et le tout nouveau président du Cameroun? Aujourd'hui, je vous propose un épisode sur la montée de Paul Biya au pouvoir. Notre histoire commence dans la ville de Yaoundé le 1er janvier 1960. Le Premier ministre Amadou Ahidjo vient de proclamer l'indépendance du Cameroun sous administration française. Ce jour-là, la foule assiste au défilé de femmes, d'enfants, de sportifs venus prester pour la gloire du Cameroun, sortis du joug colonial. En apparence, l'heure est à la réjouissance, mais dans la réalité, le climat dans lequel se déroule cette fête d'indépendance n'est pas tout à fait serein. Il est même explosif. L'UPC, un mouvement nationaliste, indépendantiste et politique, conteste ce simulacre d'indépendance. La fête doit donner l'apparence d'une communion nationale. Pourtant, à quelques mètres du lieu des réjouissances, les militants de l'UPC poursuivent la lutte armée. Pourquoi cette indépendance est-elle une fausse indépendance? Pourquoi l'UPC, qui se bat depuis 1948 pour la souveraineté nationale du Cameroun, rejette cette indépendance? Tout simplement parce que la France, une des puissances colonisatrices qui administrait le Cameroun depuis 1919, s'est arrangée pour ne pas perdre son influence sur ce territoire après lui avoir octroyé son indépendance. Pour cela, elle a tout mis en œuvre pour laisser le pouvoir entre les mains d'un Camerounais qui lui avait assuré sa loyauté. Le pouvoir fut donc remis à Amadou Ahidjo. Le 5 mai 1960, Amadou Ahidjo devient le président de la République du Cameroun. La tâche qu'il entend à cette année 1960 est bien lourde. Il se doit de consolider son pouvoir, mais tout d'abord, il faut qu'il mate la rébellion de l'UPC qui continue de s'étendre dans le sud du pays. C'est la France qui va gérer ce dossier. Selon la version officielle diffusée dans la presse parisienne, c'est à la demande du gouvernement camerounais que la France intervient militairement, conformément aux accords qui lient les deux pays. Mais ceci n'est qu'une façade, car c'est l'Élysée qui tire les ficelles. Le dossier camerounais est géré par les plus hautes instances du gouvernement français, à savoir Michel Debré, le Premier ministre français, Constantin Melnik, qui assure la liaison avec les services secrets, et Pierre Mesmer, le ministre des Armées. La répression des troupes françaises et de leurs auxiliaires africains est sanglante. En plus des bombardements, des incendies et des massacres, la torture est pratiquée. La guerre psychologique est utilisée pour dissuader quiconque de prendre les armes. Les cadavres des rebelles sont exposés dans des villages.
Autre stratégie de terreur qui ont employée, l'exhibition des têtes de prisonniers. Les pertes en vies humaines sont lourdes en pays bamileke. Certaines sources révèlent un chiffre de 20 000 morts, d'autres sources révèlent un chiffre de 120 000 morts. 120 000 victimes pendant les 2 ou 3 premières années de l'insurrection. Parallèlement, la traque des opposants en exil s'intensifie. En octobre 1960, à Genève, Félix Moumié, le président de l'UPC, est empoisonné par un agent du service action de la CEDEX. L'insurrection de l'UPC n'est définitivement éteinte qu'au début des années 1970 avec la fusillade publique d'Ernest Wandje, vice-président de l'UPC. C'est le régime d'Ahidjo qui orchestre la condamnation d'Ernest Wandje à la peine capitale. Pendant que cette répression, pour ne pas dire guerre, se poursuit, le régime d'Amadou Ahidjo bascule dans la dictature. Au nom de la réalisation de l'unité nationale, Amadou Ahidjo gouverne son pays d'une main de fer. Les libertés publiques sont supprimées, le parti présidentiel devient le parti unique, les présumés comme les opposants avérés au régime du chef de l'État sont expédiés dans de sinistres camps d'internement administratif. Un culte de la personnalité est instauré. Le développement économique du Cameroun devient une préoccupation majeure pour le régime d'Ahidjo. Au courant des années 70, le pays se transforme en un pôle essentiel du développement agricole. Des gisements de pétrole sont découverts et exploités. Ahidjo veut faire du Cameroun un pays respecté et respectable. Il réussit son pari. Vers le début des années 80, le Cameroun figure parmi les pays les plus dynamiques de l'Afrique. Quoique, l'édifice économique brillant qu'Ahidjo s'est efforcé à bâtir commence à être miné par des problèmes de gestion interne. 20 ans après avoir acquis son indépendance, le Cameroun jouit d'une certaine stabilité politique. Ahidjo a réussi à consolider son pouvoir. Sur le plan international, il est respecté par ses pairs. Sur le plan national, il est craint par son peuple. Pour son peuple, il est l'État camerounais et l'État camerounais, c'est lui. L'un ne peut exister sans l'autre. Imaginez donc l'état de stupéfaction générale dans lequel se trouve le peuple camerounais quand le 4 novembre 1982, au journal de 20h, la radio nationale diffuse ce message. J'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. Cette décision prendra effet le samedi 6 novembre 1982 à 11h. En cette circonstance capitale, je voudrais de fin du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis bientôt 25 ans, m'ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de mon groupe de tâches à la tête de l'État. J'invite toutes les Camerounaises et tous les Camerounais à accorder sans réserve leur confiance et à apporter leur concours à mon successeur constitutionnel, M. Paye Biya. Il mérite la confiance de tous à l'intérieur et à l'extérieur. Après avoir dominé la scène politique de son pays pendant presque un quart de siècle, Amadou Ahidjo, celui que plus d'un ont appelé le bâtisseur de la nation camerounaise, annonce sa démission de la présidence de la République et quitte le pouvoir pour des raisons de santé. Selon la constitution camerounaise, en cas de démission du président, c'est le premier ministre qui succède au président. Laissez-moi vous présenter Paul Biya, le successeur constitutionnel d'Amadou Ahidjo. Avant de poursuivre notre récit, j'aimerais gentiment vous demander de liker et de partager cette vidéo autour de vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Si ce contenu vous plaît, faites-le connaître à vos proches. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je m'appelle Lily et vous êtes en train de regarder l'histoire de votre actu. Une émission qui revient sur le passé, l'histoire d'un fait d'actualité politique ou culturelle lié à l'Afrique. Bon, retournons au Cameroun, mesdames et messieurs.
La population n'en croit pas ses oreilles. Les proches d'Ahidjo, comme les membres de son parti, tentent de le faire revenir sur sa décision de démissionner. Germaine Ahidjo, sa femme, essaye de le dissuader de faire de Paul Biya son successeur. Elle n'éprouve aucune confiance envers Paul Biya. Elle ne lui trouve ni autorité ni charisme. Mais Amadou Ahidjo reste ferme sur sa décision. Il fait confiance à Paul Biya. Pourquoi démissionne-t-il? De quoi souffre-t-il? À ses proches, il confie que ses médecins lui ont prescrit un repos de longue durée. Toutefois, des rumeurs commencent à circuler sur les raisons de sa démission. Pour certains, si Ahidjo a démissionné, c'est parce qu'il est gravement atteint d'un cancer. Pour d'autres, non, ce n'est pas un cancer, c'est du diabète. Certains iront encore plus loin en voyant dans cette démission la main des autorités françaises. Pour cette catégorie de personnes, il s'agit d'un coup d'état médical. Oui, retenez cela, un coup d'état médical. Vous devez savoir que les relations entre la France de Mitterrand et Ahidjo ne sont pas au beau fixe. Selon la rumeur du coup d'état médical, les autorités françaises ne souhaitent plus le maintien d'Ahidjo au pouvoir. Ses médecins, en complicité avec les autorités françaises, lui auraient fourni un diagnostic erroné sur son état de santé, dans le but de le pousser à la démission. Bon, la réalité est qu'Ahidjo semble souffrir d'épuisement général, un type de surménage. Il était difficile pour les Camerounais d'imaginer que le président Ahidjo démissionne de son propre chef. La démission volontaire d'un président africain était un fait rare. Le seul président africain qu'il avait fait jusqu'ici était Léopold Sédar Senghor, ancien président du Sénégal. Comme je vous l'ai dit plus tôt, on s'était habitué à identifier le Cameroun à son président. Pour le peuple camerounais, l'un n'allait pas sans l'autre. Cette démission est encore plus inquiétante car le pouvoir passe entre les mains de quelqu'un qui, j'ai envie de dire, est peu connu. Né en 1933, fils d'un catéchiste catholique, Paul Barthélemy Biya Bivondo, ou Paul Biya pour faire court, était au départ destiné à devenir prêtre. Il est éduqué par les missionnaires de l'école catholique de Nden, puis poursuit ses études dans les petits séminaires d'Edéa et d'Akono. Sa vie prend un autre tournant quand il quitte le séminaire pour entrer au lycée général Leclerc. Il a 21 ans. À cette époque, le lycée général Leclerc accueillait tous les enfants en qui l'administration coloniale française voyait soit un avenir prometteur, soit des enfants dont les parents savaient faire jouer de leurs relations. Paul Biya, dit-on, est un jeune homme très policé, effacé, respectueux de l'ordre et des hiérarchies. Il n'a pas l'âme d'un militant. Après 6 années à Paris, il retourne au Cameroun en 1962. Diplômé de l'Institut des hautes études d'outre-mer et de l'Institut d'études politiques, avec à l'appui une licence en droit public. Il fait ses débuts dans le monde du pouvoir en octobre 1962, quand il est nommé chargé de mission à la présidence de la République. De 1962 à 1975, il occupe divers postes au sein de l'État. Au mois de juin 1975, il est nommé Premier ministre de la République unie du Cameroun, un poste nouvellement créé. Homme discret, très peu de Camerounais le connaissent. Il collabore avec Ahidjo pendant une dizaine d'années et devient l'un de ses plus proches collaborateurs. Paul Biya était certes le Premier ministre du Cameroun, mais il n'était pas le chef du gouvernement. Amadou Ahidjo était à la fois chef d'État et chef du gouvernement. En tant que Premier ministre, Biya avait uniquement pour rôle de coordonner les départements économiques. Par conséquent, il n'exerçait pas véritablement toutes les tâches relatives à la fonction d'un Premier ministre. Peu de personnes voyaient en lui un potentiel dauphin, et ceci malgré la réforme constitutionnelle de juin 1979. Une réforme qui faisait de celui qui a la fonction de Premier ministre le successeur constitutionnel du président en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif du président.
Les politiques n'avaient jamais réellement imaginé qu'Ahidjo démissionnerait un jour et que Paul Biya se retrouverait propulsé sur la scène politique. D'autres politiques avaient pensé que le successeur d'Ahidjo serait parmi les barons de la République et que la succession se ferait normalement à la suite d'une élection présidentielle. Paul Biya n'était pas considéré comme un baron de la politique, c'est-à-dire un homme influent dans le milieu de la politique. Son accession à la présidence de la République va d'ailleurs faire quelques mécontents parmi les barons. La passation de pouvoir s'était déroulée dans l'euphorie. Au courant des mois qui ont suivi la prestation de serment, il arrivait que les deux hommes se rencontrent pour discuter des affaires du pays. Paul Biya recueillait souvent l'avis de son prédécesseur au sujet de divers dossiers. C'était la période de lune de miel. Tout était encore doux entre eux. Mais très vite, des divergences d'opinion apparaissent entre les deux hommes et leurs clans respectifs. Le problème majeur qui se pose est celui de la présidence de l'UNC. Depuis 1966, l'UNC, l'Union nationale camerounaise, est l'unique parti politique du Cameroun. Avant sa démission de la présidence de la République, Ahidjo était à la fois chef de l'État et le président national de l'UNC. À l'annonce de sa démission de la présidence de la République, certains membres de son parti le convainquent de conserver temporairement son poste de président national du parti. Avant sa démission de la présidence de la République, Ahidjo définissait les orientations politiques que le gouvernement devait mettre en œuvre. Il le faisait en tant que chef du parti et président de la République. Depuis le 6 novembre 1982, il n'est plus le président de la République. Qui des deux hommes doit concevoir et conduire la politique du pays? Ahidjo ou Biya? Tel est le problème qui les oppose en cette année 1983. Les partisans de Paul Biya estiment qu'en conservant le poste de président du parti unique, Ahidjo veut garder la main sur le pouvoir. Pour eux, Biya ne deviendra président de la République à part entière que quand il aura pris le contrôle du parti. De son côté, Ahidjo ne montre aucun signe de démission de son poste de président national de l'UNC. Il met plutôt tout en œuvre pour constitutionnaliser la primauté du parti unique sur l'État. En d'autres termes, il veut rendre le parti supérieur à l'État et par ricochet mettre Paul Biya sous sa tutelle. Pourquoi Ahidjo se comporte-t-il comme s'il souhaite reprendre le pouvoir? Je vais vous donner mon analyse à la fin de cet épisode. Un climat lourd règne sur la scène politique camerounaise et une série d'événements va finir par entraîner la rupture totale entre les deux hommes. Le 18 juin 1983, Amadou Ahidjo apprend à la radio la formation d'un nouveau gouvernement. Il est fou de rage. Depuis que Paul Biya est au pouvoir, c'est la première fois qu'il effectue un remaniement ministériel sans consulter Ahidjo au préalable. À la suite de ce remaniement, des barons qui ont servi dans l'ancien régime d'Ahidjo perdent leur poste. Sadou Daoudou, Samuel Eboa, Victor Simvondo, Guillaume Bouele, tous limogés. Paul Biya a fait fort. L'affrontement est à ciel ouvert. Ce remaniement est pour Paul Biya un moyen de s'affirmer, de montrer à ceux qui doutaient encore de lui que c'est bien lui le maître. C'était aussi l'occasion pour lui de s'affranchir de la tutelle de son ancien mentor. Amadou Ahidjo tente de renverser le gouvernement de Paul Biya en exigeant la démission de tous les ministres originaires du Nord Cameroun, sa région natale. À la suite de fortes pressions, il finit par se rétracter. Le deuxième événement qui va sceller la rupture entre les deux hommes est l'affaire du complot. Le 22 août 1983, Paul Biya annonce la découverte d'un complot contre la sécurité de l'État. 2 officiers sont arrêtés. Les officiers en question sont des collaborateurs d'Amadou Ahidjo. Ahidjo s'insurge contre ce qu'il considère être une manipulation. Il est en séjour privé en France depuis le mois de juillet. À RFI,
Il déclare que c'est un complot monté de toutes pièces par Paul Biya qui menace la paix et l'unité de la nation. Quelques jours plus tard, il annonce sa démission de la présidence de l'UNC. Selon le communiqué de presse qu'il fait, il démissionne dans l'intérêt de son pays car le pays est actuellement au bord d'une crise grave. Les questions que je me pose sont les suivantes. Y a-t-il eu véritablement un complot destiné à assassiner Paul Biya ou était-ce un coup monté de la part de Biya? Cette affaire a trop de zones d'ombre. À part les aveux des officiers, il n'y a pas assez de preuves qui soutiennent l'implication d'Ahidjo dans le complot. Quoi qu'il en soit, Amadou Ahidjo est accusé d'être l'instigateur du complot. Le 28 février 1984, il est d'une part condamné à mort par contumace pour complot contre la sécurité de l'État et d'autre part à 5 ans de prison, 20 millions de francs d'amende et la confiscation des 4/5 de ses biens pour incitation à la haine et injure envers le chef de l'État. Un mandat d'arrêt international est lancé contre lui par le tribunal militaire de Yaoundé. Ces 2 collaborateurs, accusés de subversion, de conspiration d'assassinat et de révolution, sont aussi condamnés à mort. Quelques mois après le procès, Paul Biya commue les peines capitales en détention à vie. Personne n'a compris ce virage à 90 degrés. Il est possible que Biya ait cédé à la pression de l'opinion internationale. La presse internationale avait fait un large écho au verdict du procès et les réactions de la presse internationale étaient globalement défavorables au régime de Biya. Malgré la clémence du président de la République, ce procès laisse un goût amer au peuple et plonge le pays dans un profond malaise politique. Ahidjo est contraint à l'exil. Il ne remettra plus jamais les pieds au Cameroun. Le régime de Paul Biya mettra tout en œuvre pour diluer de la mémoire des Camerounais ses œuvres, surtout après la tentative de putsch du 6 avril 1984. Une tentative de putsch menée par des éléments de la garde républicaine. La garde républicaine étant essentiellement composée de ressortissants du Nord Cameroun, la région natale d'Ahidjo, la thèse d'une tentative de coup d'État menée par le Nord mais commanditée par Ahidjo sera développée. Alors, les amis, à votre avis, Ahidjo avait-il commandité la tentative de putsch du 6 avril 1984? S'il ne l'a pas fait, savait-il au moins que ce coup d'État se préparait? Je sais que nous n'aurons jamais de véritable réponse à ces questions. On ne peut que spéculer. Je pense que la démission d'Ahidjo était volontaire. Il n'était pas homme à faire dans la demi-mesure. Il voulait gouverner avec la pleine possession de ses moyens. Mais quand il a constaté que son état de santé ne le lui permettait pas, il a passé le pouvoir à Paul Biya. Un homme avec qui il avait collaboré pendant de longues années. Un homme qu'il avait déjà eu à tester. Quand Ahidjo était président, Biya vivait dans son ombre. C'était un collaborateur dévoué et docile. En donnant le pouvoir à Biya, Ahidjo a peut-être cru qu'il pouvait faire de Biya son fidèle exécutant et pensait pouvoir gouverner le Cameroun à travers Paul Biya. Mais Paul Biya n'était plus ce collaborateur docile et quand Ahidjo le constate, il tente de reprendre le pouvoir au travers de l'UNC, le parti politique. Mais on l'a vu, ce fut un échec. Merci de m'avoir suivi et j'espère que cet épisode vous a plu. Nous allons de plus en plus parler de l'histoire politique de l'Afrique sur la chaîne. Je compte faire une série d'épisodes sur comment certaines grandes figures politiques de l'Afrique sont arrivées au pouvoir. L'épisode d'aujourd'hui a été fait uniquement parce que le 6 novembre 2023, Paul Biya célébrait 41 ans au pouvoir. Ah oui. Je me suis dit qu'il serait intéressant de revenir sur son accession à la magistrature suprême. Si vous êtes intéressé par l'histoire de l'accession au pouvoir d'un président en particulier, laissez le nom du président en commentaire. À la prochaine.